Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau webinaire Make the Grade. On va attendre comme d'habitude que les personnes se connectent. Salut Laure, salut Olwen, comment ça va toutes les deux? Bonjour tout le monde, ça va très bien, Bonjour Simon, bonjour Alban, ça va et vous? nickel. Super, moi je suis ravi de vous accueillir toutes les deux pour ce webinaire-là. N'hésitez pas à nous passer un petit coucou dans le chat au fur et à mesure que vous arrivez. Salut Thibaut, dites-nous où vous êtes, depuis où vous nous regardez. Et puis, à la rigueur, parlez-nous de votre dernier projet de refonte en entreprise. Est-ce que vous venez d'en sortir? Est-ce que vous allez y aller? C'est l'objet du jour, donc ça nous intéresse. Voilà, vous les filles, ça donne quoi les projets de refonte? Nous on en sort, ça fait 1 an qu'on a fait notre première refonte et là on continue d'itérer du coup, on va un petit peu en parler aujourd'hui, on continue d'itérer, on continue sur notre site. Ouais, moi, je suis en train de travailler sur plusieurs projets de refonte en parallèle et là, j'arrive à la fin de deux gros projets justement et je suis plutôt sur la partie recettage là en ce moment. Ok, ouais. Bah, pour toi, Olwen, les projets de refonte, c'est ton quotidien, donc on y viendra juste après pour faire la présentation. Donc, je vois qu'on est une vingtaine. Je propose d'attendre encore un petit peu, quelques secondes, et puis on va pouvoir commencer. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Hop là, je vais nous mettre un peu en plus grand comme ça. C'est cool. Parfait. Et ben, comme on a un programme assez dense, ce que je propose, c'est d'y aller. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont Sicara, qui est l'entreprise que Laure représente, a augmenté sa génération de leads de 26% grâce à sa refonte de site internet. Mais pas uniquement la génération de leads, on pourra aussi parler de la génération des demandes et de vrais projets, de vrais revenus qui en sortent grâce au site internet. Donc on est vraiment sur un sujet qui est là pour partir du scope marketing afin d'augmenter notre chiffre d'affaires. On va être 3 aujourd'hui pour animer cet échange-là. On va commencer par le commencement. Laure, bienvenue. Est-ce que tu peux présenter qui tu es, ce que tu fais et nous pitcher Sicara? Merci Simon. Moi je suis marketing manager chez Sicara depuis maintenant 2 ans. Sicara, c'est une entreprise de conseil, on accompagne des entreprises dans des projets data et intelligence artificielle. Donc data engineering jusqu'à la data science. On est une entreprise, on est basé à Paris et on fait partie d'un groupe technologique qui s'appelle le groupe Théodo, pour ceux qui connaissent. C'est environ 650 experts sur toutes les branches technologiques. Donc voilà. Voilà, donc des gros sujets actuels. C'est pour ça aussi que je tenais à vous inviter pour cet échange, parce que l'intelligence artificielle et la donnée, c'est des sujets qui sont incontournables, qui concernent toutes nos entreprises. Donc vous êtes sur des sujets qui sont en forte traction. Et l'idée, c'est à travers ce site internet qui a été refondu il y a 1 an, c'était de pouvoir accueillir ces intentions de recherche et d'achat pour que vous puissiez positionner vos services et vos talents, vos compétences derrière. Super, merci Ouais. beaucoup, Laure. Tu voulais compléter? Non, je disais, en effet, on est sur des sujets d'actu, donc c'est important d'avoir un site qui s'adapte vite dans ces milieux-là. Exactement, et on en parlera. Merci beaucoup, Laure. Olwen, je te laisse l'occasion de te présenter. Oui, merci Simon. Donc du coup, effectivement, je m'appelle Olwen, je suis web designer chez Make the Grade. Et donc ma mission, c'est d'accompagner les clients dans la création de supports de conversion, donc par exemple de landing page ou de livres blancs, mais aussi de sites web. Et donc j'interviens dans différentes étapes dans la conception de ces sites de conversion. Donc ça va aller de la réalisation de benchmarks jusqu'à la conception de maquettes graphiques. Et du coup, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, donc on va vous présenter toutes ces étapes juste après. Exactement, et je suis ravi de vous accueillir toutes les deux parce qu'on va avoir Olwen vraiment sur le corps de métier web design et la posture conseil en tant que tel, et on va avoir Laure qui est sur la partie chez l'annonceur finalement, mais avec des compétences marketing. Donc tu as des demandes, tu as des attentes, des ambitions, et on a été là pour y répondre. Donc c'est intéressant de voir comment on a fait le lien. Et pour ma part, donc je suis Simon, je travaille avec Olwen tous les jours, on se croise. Je suis le cofondateur de l'agence Make the Grade. Alors, qui on est? On se définit comme une agence experte en stratégie et en conseil digital. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises B2B et B2C dans leur croissance. Ça veut dire qu'on fait de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants.
à travers 3 expertises fortes. La toute première, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, le web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion. J'insiste sur le mot conversion, il va être hyper important, ça va être le fil rouge de notre échange aujourd'hui. Pour nous, le site internet doit et peut être le premier apporteur d'affaires des entreprises. On a un deuxième métier qui est un métier de marketing. On va attirer sur ces supports de conversion des audiences cibles, les femmes et les hommes avec qui on peut travailler. On va les transformer en contacts, on va les éduquer et les rendre acheteurs. Et notre dernier métier est un métier de développement des revenus qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. C'est tout ce qui va être lié au traitement de la donnée, à l'intégration des CRM, etc. Et en parlant de CRM, on est partenaire de HubSpot. On en parlera brièvement aussi sur la partie techno, parce que ça fait partie du projet de ce succès sur la refonte de Sicara. Voilà. Le programme qui nous attend en 3 parties. On va rapidement, en introduction, revenir sur le principe de site internet de conversion. C'est très peu utilisé et pourtant, c'est la genèse de toute action que nous allons évoquer. C'est hyper important. Une fois qu'on aura posé ces bases-là, on en viendra aux différentes étapes pour réfléchir et concevoir son site internet. L'idée, ce ne sera pas que d'être dans la théorie. On va vraiment aller sur ce qu'on a fait concrètement sur le terrain pour Sicara. Donc là, en fait, on dira carrément vous partager et vous présenter des maquettes Figma, ergonomiques, graphiques, etc., pour que vous puissiez comprendre le jus de cerveau qu'on y met et que vous puissiez voir que c'est du sur-mesure, ok, mais il y a une réflexion vraiment concrète derrière pour venir générer du revenu grâce aux pages web de Sicara. Et puis, bien évidemment, on a du recul aujourd'hui. Ça fait 1 an que la nouvelle version du site de Sicara est live. On n'est pas sur une ressource qui est figée, c'est-à-dire qu'il y a des ajustements qui s'apportent toutes les semaines. Laure et les équipes Sicara veillent au grain pour ça. On est également toujours à leur côté pour développer. Donc, ça va être intéressant d'aller mettre ce coup d'œil dans le rétroviseur, finalement, pour regarder les résultats qui ont été générés et qui continuent de croître depuis la mise en ligne. À tout moment, vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de l'intervention. C'est-à-dire que notre responsable marketing, Clémence montera sur scène et viendra prendre soin de nous les poser pour qu'on puisse y répondre vraiment à vos sujets, vos enjeux, vos préoccupations du moment sur le scope refonte de site internet. Et je remercie notre partenaire Livestorm pour nous permettre de faire ce format interactif sur leur technologie. Là aussi, Clémence, pendant tout le long de la présentation, va vous partager des quiz, des questions afin de vous challenger, afin de nourrir les réflexions. Donc, il y a à la fois la présentation qui se fait à notre niveau tous les 3 avec Olwen et Laure, mais en même temps, il y a une petite trame parallèle qui est intéressante pour vous apporter des notions de conseil et des contenus additionnels. Ceci étant dit, on peut y aller. On va commencer par réexpliquer ce qu'est un site internet de conversion. Encore une fois, le site internet de conversion, je le présente comme un ambassadeur ou le meilleur commercial de l'entreprise. Il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que nos prospects, nos clients, lorsqu'ils fonctionnent avec nous, lorsqu'ils projettent de fonctionner avec nos entreprises et de faire appel à nos produits et services, ils vont sur le site internet. C'est un indispensable. Et d'autant plus en B2B, où on est sur des cycles de vente longs, complexes, on va s'y prendre à plusieurs fois et on va vraiment se documenter sur les entreprises à qui on veut faire appel avant de signer quelconque relation d'affaires avec elles. Et plus les cycles de vente sont complexes, plus en avant-vente, ça demande des efforts de répondre à des cahiers des charges, de co-construction, de réponses sur mesure avec les prospects et les décideurs chez les prospects. Donc, votre ressource Internet va vraiment venir s'entremêler dans votre avant-vente et va permettre de faire perdurer vos expériences de rendez-vous découvertes, de rendez-vous de restitution, de rendez-vous de vente additionnelle en partageant les pages de votre site Internet, les ressources de votre site Internet. Il va falloir qu'on vous donne les éléments de lecture et les clés de lecture pour savoir quels sont les atouts de conversion indispensables que vous devez avoir pour faire en sorte que ça puisse vous faciliter la transformation de vos prospects en clients, mais aussi la réduction de vos cycles de vente. Et enfin, un site Internet de conversion permet aussi de remonter énormément de données sur notre trafic, sur notre prospect, que ce soit des données informatives qui vont nous permettre de qualifier les leads, les demandes et de savoir qui est acheteur à quel moment pour gagner du temps commercialement aussi, mais aussi des actions comportementales. Et ça va être important parce que lorsqu'on arrive
à entremêler une bonne lecture des données informatives sur nos prospects et des données comportementales, c'est là où on va pouvoir justement faire mouche plus facilement avec nos équipes commerciales pour aller les adresser. On vous en dira plus tard dans la présentation. Alors, qui dit site de conversion dit que de l'autre côté, il y a le côté site internet vitrine. L'idée, c'est pas de dire que l'un est bien et l'autre est pas bien. Ils vont pas avoir les mêmes objectifs et les mêmes missions, et c'est important de savoir comment les distinguer et les reconnaître pour que vous, dans vos entreprises, vous puissiez savoir de quoi vous avez besoin finalement. Parce que en France, il existe beaucoup de sites internet vitrines et on les reconnaît facilement d'un seul coup d'œil, soit dans la globalité du site internet, soit par petites touches. Les contenus sont souvent auto-centrés sur l'entreprise, son histoire, ses actualités. Par exemple, les sites internet vitrines où il y a une section actualité à la place d'un blog, on va les reconnaître de cette manière-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le danger avec ça, c'est que du coup, on est un petit peu moi-je, au sens personne morale du terme, et on n'est pas suffisamment focus et concentré sur la résolution des problématiques de nos cibles prioritaires, nos fameux personas. Et un site à conversion, la différence drastique avec un site vitrine ou un site corporate, ça va être d'apporter des éléments de réponse par rapport à ce qui les ralentit dans leur quotidien, ce qui les frustre, et là où nos entreprises peuvent y répondre. Et à ce stade, je n'ai pas encore parlé de produits ou de services. J'ai juste parlé de résolution à des problèmes, résolution à des challenges. Les sites vitrines, ce qu'on voit souvent aussi en France, c'est qu'on va avoir un seul et même formulaire de prise de contact pour l'ensemble du site internet. Donc, ça va être un formulaire à 5-6 champs. Et puis, en fait, ce qu'on fait inconsciemment, c'est qu'on snobe les différentes phases de maturité des visiteurs qui viennent sur notre site, qui vont traverser, en fait, des phases de découverte face à un problème, des phases où ils vont être en benchmark pour vous shortlister avec vos concurrents, vos consoeurs, vos confrères, et puis ceux qui vont être chauds à la décision d'achat. Et si on se cantonne à un seul formulaire de contact, on va s'adresser que à la décision d'achat. Ça représente uniquement 20% grand maximum des phases de réflexion de nos audiences cibles. Donc, en fait, un site internet de conversion va être équipé d'un panel d'atouts de conversion. Et quand je dis atouts de conversion, j'entends par là tout ce qui va être les boutons d'appel à l'action, les différents types de formulaires, des pages d'atterrissage, des simulateurs, des preuves de réassurance. On va regarder tout ça un peu plus loin, justement, avec le travail qu'ont réalisé Olwen et Laure pour vous donner les clés de lecture et que vous puissiez vous équiper demain, vous aussi, de ces pièces de contenu-là. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est un peu les pièces de moteur. Il faut voir le trafic que vous allez développer via le référencement organique ou payant comme le carburant qui va vous permettre d'aller vraiment loin dans la génération des leads et des demandes. Et enfin, qui dit site vitrine dit que souvent, c'est un site internet qu'on refond et puis on réinvente le sujet tous les 3 ans. On se dit, oh là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas refondu notre site internet, il faut qu'on refasse un projet et puis on repart. Un site internet de conversion, c'est vraiment une base plutôt qu'un sujet qu'on va réinventer un peu de manière en escalier tous les 3-5 ans. On va lui apporter des petites touches d'optimisation mensuellement, hebdomadairement, en fonction des équipes marketing que nous avons en interne ou des partenaires externes auxquels nous sollicitons. Et on va avoir vraiment ce côté développement du trafic et de la notoriété du site sur le moyen long terme. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est un vrai bateau, le site internet. Et quand on va avoir le bon usage et la bonne posture, la bonne culture pour le développer et le construire petit pas par petit pas, mais de manière régulière, c'est là où on va avoir des résultats sur les revenus en bout de ligne, ce qui est le but de nos entreprises. Est-ce que sur ce comparatif site vitrine, site conversion, Laure et Olwen, vous voulez peut-être rajouter des éléments ou est-ce que ça vous va en intro? C'était très clair. Super. Laure aussi, ça te va? Ouais, je pense que c'est très bien expliqué et qu'on voit bien la différence entre les deux. Et let's go. C'était pour la partie un peu plus inspirationnelle, pour remettre les bases. Maintenant, on rentre dans le concret. On va s'intéresser aux différentes étapes qu'il faut gravir, traverser pour concevoir et réfléchir son site internet de conversion. Et on va commencer par l'ossature, le squelette. Et donc là aussi, je m'y colle et après, je vous laisse la parole avec grand plaisir, mesdames. Donc, c'est l'arborescence de conversion. L'idée, c'est vraiment, avant de partir bien en tête
dans le design graphique, la création des pages. Il faut vraiment qu'on ait cette ossature-là de prête et de disponible, de fonctionnel sur le papier. Alors, comment on s'y prend? Si, imaginons, vous avez déjà un site internet que vous voulez refondre. Vous faites un inventaire pour commencer, c'est-à-dire que vous allez sur vos pages existantes et vous regardez en comparant à vos personas et à leurs problématiques, les problématiques qu'il vous manque sur vos pages de l'arborescence principale et qui ne sont pas traitées. Et ensuite, vous allez les catégoriser, ces problématiques-là. Vous allez les catégoriser en fonction de comment vous voulez les présenter, en fonction des différentes phases de maturité de vos personas. Donc, pour rappel, là, on est sur un sujet inbound. Donc, on va trouver la phase de prise de conscience. J'ai un problème qui me tombe dessus, il me ralentit, il me frustre dans mon quotidien, je ne sais pas quoi faire. Il faut savoir que pour 8 personnes sur 10 en B2B, elles vont avoir comme premier réflexe de pianoter sur Google ou de faire une recherche vocale pour aller voir un petit peu si d'autres personnes ont rencontré cette problématique-là avant elles. Et là, le but du jeu, c'est que ce soit vos contenus. Ensuite, il va falloir des contenus également pour répondre à la partie éducation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au clair avec leurs problématiques, c'est bon, je sais que ça existe, je sais l'identifier, je sais le formuler. Bon, maintenant, je vais aller voir comment je peux résoudre ça. Donc, je vais affiner mes recherches. Donc là, je vais être plus dans des recherches de solutions, de produits, de services, de budget, de ressources à solliciter. Et pour faire mon cahier des charges finalement, afin de pouvoir dire, OK, je vais choisir cette stratégie-là, ce partenaire-là, pour que derrière, je puisse résoudre ma problématique. Ce qui nous amène naturellement, et c'est l'étape la plus connue et la mieux travaillée aujourd'hui dans nos entreprises, c'est la phase de décision. Donc, OK, comment notre site Internet permet de faciliter la prise de contact avec notre entreprise pour qu'on puisse faire un rendez-vous démo, un rendez-vous découverte, etc. Et souvent, on s'arrête à là. Sauf qu'en inbound, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter également l'étape de fidélisation. Parce que ce n'est pas quand on a signé un nouveau client que ça s'arrête. Le but, ça va être de bien le délivrer, de bien l'accueillir dans notre univers, dans nos prestations, dans notre aspect consulting si vous êtes dans le conseil, pour qu'il puisse tout simplement reconduire les relations d'affaires et qu'on puisse augmenter les revenus des paniers moyens avec lui dans le temps. Donc, première chose, vous faites un inventaire, vous voyez par rapport à ces phases de maturité, par rapport à vos personas, ce qui vous manque, et vous faites les textes à trous par rapport à ça. En parallèle, identifiez vos top concurrents et allez étudier leur arborescence de site. Le but, ce n'est pas de copier, mais le but, c'est de gagner du temps pour voir ce qui se fait sur ce quoi ils sont déjà positionnés et pas vous. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous allez pouvoir hiérarchiser vos contenus via les grandes rubriques qui se dégagent. C'est comme si jusqu'à là, vous aviez fait un énorme benchmark et vous allez mettre tout dans les bons tiroirs. Et vous allez faire une chose pour commencer à dessiner votre arborescence. Vous allez partir des contenus les plus génériques jusqu'aux plus spécifiques. Je prends un exemple pour que ce soit simple. On va partir de la homepage en niveau 1. On va aller en niveau 2 sur une page qui va incarner, représenter le challenge, la problématique ou l'enjeu de votre persona. Par exemple, pour Sicara, ça pourrait être lié à l'intelligence artificielle. J'ai des enjeux en tant qu'entreprise pour faire de l'IA générative, par exemple. Et ensuite, en troisième niveau, il faut maximum que tous vos contenus de l'arborescence principale soient accessibles en 3 clics grand maximum. N'allez jamais au-delà. Et là, on va pouvoir amener sur ce troisième niveau l'aspect produit ou l'aspect service en tant que tel. Donc, un contenu générique, la page d'accueil. 2, on va déverser le trafic sur une page problématique. Et 3, c'est là où nos solutions arrivent directement. Donc là, pour Sicara, tu nous expliqueras tout à l'heure, Laure, comment vous avez réfléchi ça. Pour matérialiser ça, on peut vous proposer de nombreux outils pour que ce soit vraiment pragmatique, l'arborescence. Donc, j'ai cité deux outils, Klaxoon parce qu'ils sont rennais à la base. Nous, on utilise chez Make the Grade Octopus. Il existe plein d'outils, du Miro, etc. N'allez pas forcément payer des outils pour faire ça. Il y a des versions gratuites qui existent et qui sont très, très fonctionnelles. Mais au moins, ça aura le mérite, un peu comme le mind map que vous avez en screenshot ici, que ce soit bien visuel et que vous puissiez bien réfléchir ça en interne de votre côté. Et puis, quand vous avez votre arborescence, la première version qui s'est dessinée, testez votre arborescence. Alors, je vous propose un petit exercice pour le faire, qui est de fonctionner par scénario. C'est-à-dire que posez-vous la question de demain,
comment fonctionne votre arborescence. Est-ce qu'elle est efficace en fonction du profil du visiteur qui vous visite? Quel est le persona qui nous sollicite? Parce qu'en fonction des personas, vous en avez tous plusieurs, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes itinéraires. Quelles sont leurs phases de cycle de vente? Donc, on vous expliquera comment l'identifier un peu plus loin grâce justement à la manière dont on va tracer les actions comportementales et informatives. Mais quand on a ça, grâce au CMS, on est en mesure de savoir la phase de maturité à laquelle notre lead s'adresse et est en train de vivre. Vous allez être aussi en mesure, pour vérifier que votre arborescence est fonctionnelle, d'étudier le canal d'acquisition par lequel le lead arrive. Ça va être différent en fonction d'une personne qui va arriver par du SEO via une recherche naturelle qu'une personne qui va arriver par de l'ADS ou une personne qui va arriver via un contenu social média. Donc, les mécaniques de conversion et l'arborescence qu'ils vont emprunter, là aussi, vont varier. Et puis, ce qui est intéressant de regarder, c'est la première page consultée, la nature de la première page. Est-ce que ça vient du blog? Est-ce que ça vient sur la homepage? Est-ce que ça vient sur une page produit? Est-ce que c'est autre chose? Et là aussi, ça peut jouer. Lorsque vous avez tous ces critères-là que vous pouvez suivre et identifier pour voir finalement les pistes commerciales et d'affaires intéressantes à travailler, vous allez avoir beaucoup plus de billes. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les informations que je viens de citer, c'est des choses qui peuvent être sourcées automatiquement via votre site internet. Donc, le but du jeu, ça va être de vous expliquer comment le faire. Donc, ça, c'était la première étape. On a une arborescence de conversion SEO qui est propre, qui est fonctionnelle. Du coup, on va pouvoir passer à la partie benchmark et moodboard. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là dans de la maquette à l'état pur. Et je laisse la parole à Olwen pour vous expliquer ce que l'on fait, ce que l'on recommande de faire chez Make the Grade et ce que nous avons réalisé pour Cycara. C'est ça. Donc, oui, effectivement, nous, en parallèle de ce travail sur l'arborescence, les designers, on travaille en fait sur l'étape de benchmark et de moodboard juste après. Donc, on commence toujours par envoyer un questionnaire design au client pour vraiment comprendre l'entreprise, donc son histoire, ses objectifs. On va chercher à bien comprendre aussi les différents produits et ou services et aussi les valeurs. Moi, j'aime bien en particulier m'appuyer sur les valeurs des entreprises pour pouvoir ensuite les retranscrire à travers les différents choix graphiques que je vais faire. Et aussi, en plus de ça, on va vraiment s'imprégner des personas pour bien comprendre à qui va s'adresser le site et donc qui on va devoir convaincre à travers lui, quoi. Ensuite, une fois qu'on a bien tout ça en tête et qu'on s'est bien imprégné du projet et de l'entreprise, on va pouvoir analyser les sites des concurrents du même secteur. Donc, en général, on regarde 2-3 sites concurrents directs et on va analyser du coup comment fonctionne du coup la navigation, quels choix graphiques ont été faits pour ce site-là, pour ces sites-là en particulier, aussi les modules qui ont été choisis. Nous, vu qu'on travaille sur HubSpot, on parle de modules, mais en fait, quand je dis modules, c'est les différentes sections du site, en fait, les blocs. Donc, je vais souvent le dire. Et en fait, on regarde du coup sur ces sites-là ce qui fonctionne, mais ce qui ne fonctionne pas. Et ça va nous permettre de savoir vers quoi se diriger pour se démarquer finalement. Ensuite, ouais, tu peux... Ouais, je voulais compléter. Le but du jeu ici, c'est de travailler le branding, en fait. Puisque le branding, c'est le positionnement, c'est la manière dont votre marque va être positionnée sur le site au final, mais surtout vis-à-vis des yeux de vos prospects et clients. Et c'est une étape incontournable. Et on a l'habitude de fonctionner en proposition alternative. C'est-à-dire qu'un mood board, finalement, c'est des pièces de contenu qui vont donner une trajectoire graphique. On en fait deux complètement différentes pour que côté client ou côté personne qui commande le site internet puisse y avoir une certitude au niveau du branding qui est emprunté. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, en parallèle de l'analyse des sites des concurrents, on va aussi analyser plein de sites qui viennent de sortir, en fait, des sites actuels, des sites tendances, pour regarder comment ils fonctionnent en termes de composition, de navigation et aussi d'animation. On essaie toujours de mettre des effets qui sont plutôt modernes pour s'assurer que nos sites puissent justement durer dans le temps. Pour ça, on regarde en fait sur des sites c'est des sites qui vont référencer les meilleurs sites qui sont en ligne. Donc, il y a Awards qui est assez connu parce que ça permet en plus d'avoir un système de jury et de prix. Et moi, j'utilise souvent lapa.ninja parce que je trouve que les sites sont très créatifs et c'est une belle source d'inspiration. Mais il en existe plein d'autres, évidemment. Et du coup, je rejoins Simon sur le fait qu'une fois qu'en fait, nous, on a fait tout ce travail
d'analyse de l'entreprise, des sites concurrents et vraiment tout le benchmark, et ben, en fait, on a une vision d'ensemble d'à quoi va ressembler en fait le site dans sa globalité. Et c'est là qu'on met tout sur la planche d'ambiance et donc le mood board. Et en général, on fait 2 variantes pour que les clients, toutes les parties prenantes du projet puissent réagir. Et on essaye vraiment de s'aligner sur une direction artistique globale. Et du coup, ça sera vraiment un outil qu'on pourra garder jusqu'à la fin, jusqu'à la création des maquettes graphiques, en fait. Ouais, très carré, Loen. Sur toutes les ressources que tu viens de citer, Clémence vous met actuellement dans le chat les liens. Et pour les personnes futures qui nous regarderont en replay, ce sera disponible directement dans la description de la vidéo. Alors, une fois que le mood board est sélectionné, c'est là et uniquement à partir de là qu'on va partir en étape de maquettage ergonomique. Oui, donc en fait, les maquettes ergonomiques, c'est vraiment la première représentation du site avant de passer aux aspects plus visuels. Si tu veux, Simon, tu peux partager les maquettes ergonomiques qu'on avait fait pour le site de Sicara, du coup. Donc, on travaille sur Figma, c'est vraiment le logiciel de référence pour créer les maquettes. Et donc, on peut voir du coup qu'on avait travaillé sur toutes les différentes pages du site. Donc, on retrouve les pages de blog, blog listing, notre histoire, aussi landing page. Et en fait, donc du coup, la maquette ergonomique, c'est vraiment la maquette du site, mais en version noir et blanc et gris. Donc, en fait, ça va nous permettre de planifier l'architecture et l'organisation de tous les éléments qu'on va trouver à la fin sur le site web. On essaie d'être le plus précis possible. En fait, il y a différentes manières de créer des maquettes ergonomiques. On pourrait juste mettre un bloc gris et indiquer module témoignage, par exemple. Mais nous, on choisit de faire des maquettes haute fidélité. C'est une façon de faire. Parce que ça nous permet déjà à cette étape-là d'échanger avec les parties prenantes et de voir en fait s'il nous manque des éléments, où est-ce qu'on va placer chacun des éléments et aussi de voir comment vont fonctionner chaque module. Donc, par exemple, les modules tab, etc. On va voir comment on va les faire se comporter sur le site. Et donc, c'est vraiment une grosse étape d'échange d'idées, d'itération. Parce que c'est vrai que si, en fait, on ne fait pas cette étape-là dès maintenant, on peut soulever des problèmes un peu trop tard au niveau des maquettes graphiques ou même pendant le développement. Et là, ça peut engendrer des coûts supplémentaires. Donc, c'est pas... Ou de la perte de temps. Comment ? Ou de la perte de temps. Sauf que quand on est en projet de refonte, c'est du systématique. On veut que le projet de refonte soit live le plus vite possible. Donc, passer par cette étape-là fait gagner du temps, de l'argent, bien évidemment. Et elle est essentielle. Et effectivement, et du coup, avec Laure, on a travaillé très récemment sur la création en fait d'une série de pages pour présenter 12 offres. Et donc, c'est vraiment à destination des prospects, ces pages-là. Simon, est-ce que tu peux partager du coup l'autre lien pour que je puisse montrer cette page en particulier ? Tu veux que j'aille sur les pages graphiques ? Ouais. Bien sûr. Merci. Alors, donc on voit bien qu'en tout cas, le travail d'arborescence est essentiel en amont, car sans ça, on pilote beaucoup plus à vue lorsqu'on fait les maquettes. Et là aussi, on perd du temps, on n'optimise pas les budgets notamment. C'est ça. Et du coup, donc pour ces pages offres qu'on a travaillées pour Sicara, donc on a vraiment travaillé main dans la main avec Laure. C'était un échange où on a réfléchi aux différents modules qu'on allait présenter sur cette page pour pouvoir vraiment du coup s'adresser aux prospects pour pouvoir leur montrer comment Sicara allait pouvoir répondre à leurs besoins. Donc on a différents modules. On a par exemple ici un module, on appelle ça un peu accordéon, où on voit l'image qui change à gauche et ça permet de présenter les différents produits. Il y a aussi un module qui renvoie à des cas d'études précis. Donc, ça va aider aussi, encore une fois, la personne à se projeter, à voir comment Sicara pourrait l'aider également. Les modules témoignages classiques, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la maquette ergonomique. Et une fois qu'on est aligné avec, donc du coup, avec Laure, une fois qu'on était aligné sur cette page-là, on a fait beaucoup d'itérations. On a pu passer du coup aux maquettes graphiques, donc qui est juste à côté, ça tombe bien. Et pour cette maquette graphique, du coup, on a vraiment repris, j'ai repris le guide de style de Sicara. Comme le site avait déjà été designé il y a 1 an, j'ai repris le guide de style qui avait déjà été fait. Donc, le guide de style, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un peu comme une charte graphique, mais en ligne. On va définir en fait tous les styles assez précis qui seront présents sur le site. L'idée, c'est de surtout pas s'éparpiller, de ne pas avoir genre
palette de 15 couleurs différentes. Il faut que ça soit assez restreint pour garder une cohérence sur l'ensemble du site web. On a aussi du coup les différents styles de titres, toujours pareil, pour ne pas partir dans tous les sens en fonction des pages. Il faut vraiment penser le site web comme un système dans son ensemble et pas juste plein de pages côte à côte, quoi, ou dans l'arborescence. Donc c'est pour ça que le guide de style, c'est un outil super important et super pratique. Et du coup, je reviens sur ma page d'offres. Donc voilà, j'ai vraiment appliqué le style en gardant du coup la base de la maquette ergo. Ça arrive quand même de faire des petits ajustements, mais c'est souvent quand même assez à la marge. Globalement, on reste souvent assez fidèle. Et justement, Laure, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, de ton côté, justement le retour d'expérience que tu peux témoigner par rapport à ce séquençage maquette ergonomique, on a un go, on passe à la maquette graphique. C'est quoi, toi, ton avis sur cette méthode-là? En fait, quand on arrive à vouloir faire une refonte de site et qu'on part dans cette vitrine, je pense qu'on a plein d'idées, mais qu'elles sont pas forcément claires et structurées. Commencer par l'arborescence, ça nous a permis de remettre au centre des discussions ce qui était important pour nous et prioritaire dans la refonte. Ensuite, on est passé aux maquettes ergo et là, dans un processus de validation, on va beaucoup plus vite avec Allwine en travaillant en binôme sur ces maquettes ergonomiques. Déjà, ça nous permet d'interagir vite et de ne pas passer du temps à se poser des questions graphiques qui, du coup, arrivent dans un troisième temps. Et ça m'a permis vraiment de me poser les questions persona et d'intégrer une logique d'inbound. Donc, quel module à quel endroit en fonction du parcours que je voulais que mes utilisateurs aient sur le site, en fait. Donc, plus d'agilité, un gain de temps et puis de l'efficacité opérationnelle aussi sur ta connaissance métier, marché, persona et la manière d'aller les adresser via ces designs-là grâce à Allwine. Yes. Ok. C'est vraiment un travail main dans la main. C'était super intéressant sur ce projet-là. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu veux montrer sur cette... Non, j'ai à peu près fait... Ah non, si, je voulais montrer aussi une dernière chose, excusez-moi, c'est la bibliothèque de modules. Donc, toujours dans cette idée de penser le site comme un système et pas uniquement page par page, on crée aussi des bibliothèques de modules. Donc, on regroupe tous les modules qui ont déjà été designés. Et là, en créant les nouvelles pages, la nouvelle page avec l'or, du coup, ça nous a permis d'ajouter des nouveaux modules pour le site et de venir compléter du coup cette bibliothèque. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne en général. On essaie vraiment de penser le site de manière modulaire, quoi. Exactement, une page de site web, c'est un Lego et on va empiler différentes pièces. Donc, on a la bibliothèque de modules, on a le guide de style à côté. L'idée aussi, c'est de délivrer, en fait, là, en l'occurrence pour Sicara, l'ensemble des pièces de contenu qui seront utilisées derrière pour être, encore une fois, dans une facilité d'administration du contenu et du site. Aujourd'hui, si Laure a besoin de sortir une nouvelle page pour une nouvelle offre, une nouvelle page d'atterrissage pour un nouvel axe de conversion, elle peut le faire en une demi-heure à tout casser. Et encore, le plus long, ça va être le contenu textuel qui a créé. Et encore que maintenant, avec les IA génératives, on peut aller beaucoup plus vite. Effectivement, ça nous permet vachement d'indépendance. De notre côté, on est très indépendant maintenant sur la création des pages. Et ça, c'est quelque chose qui était essentiel dans la refonte. On peut passer par Make the Grade et on a un accompagnement constant et continu sur la création de nouveaux modules. Mais par contre, si demain, je dois monter une page en une demi-heure parce que j'ai un besoin marché urgent, ce qui est le cas un peu dans l'IA, je peux le faire en totale autonomie. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est du jeu. Donc là, on vous a expliqué un petit peu comment là, le processus créatif et de collaboration fonctionne et est efficace. Si on rentre dans la posture conseil qui va avec, il y a plusieurs modules qui sont incontournables pour faciliter la conversion. Encore une fois, les pages, c'est comme des entonnoirs, il y a un trafic qui arrive dessus et en fonction de sa qualification, on va pouvoir recueillir de la donnée et générer des contacts. Donc là, on vous en a listé 6 exemples où vous devez les avoir parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils prêchent votre bonne parole, parce qu'ils sont facilement compris et identifiés par les lecteurs et lectrices. Et donc voilà, vous pouvez faire votre petit inventaire. Qu'est-ce que j'ai sur mon site internet? Qu'est-ce que je n'ai pas? On parle de témoignages et d'avis clients, de vrais témoignages et de vrais avis clients. N'allez pas mettre des faux, ils sont très vite grillés. Mais en B2B, notamment sur des cycles de vente longs et complexes, le phénomène de mimétisme, il est hyper important. Ce qui a marché pour une consoeur ou un confrère peut marcher pour moi.
Donc, si vous mettez le témoignage qui va bien, avec la photo de la personne, la vraie photo, vous prenez la photo LinkedIn, avec son accord, bien évidemment. Vous mettez le nom, le prénom, son poste occupé, et puis le nom de son entreprise. Ça marche. C'est des rapports d'autorité. Même chose pour des blocs chiffres clés statistiques. Allez montrer et prouver avec 3 chiffres clés le bénéfice, la valeur ajoutée de vos solutions. Ça peut être un gain de temps, ça peut être un gain d'argent, ça peut être aussi sur le côté expérience de votre savoir-faire. Combien de clients vous avez délivrés, combien de talents et de membres vous avez, combien de chiffres d'affaires vous effectuez, que sais-je. Ça peut être tout ce qui va être badge et certification. Je pense à des clients qui sont dans l'industrie, je pense à des clients qui sont dans la tech et le digital. On a tous en fait des awards, comme on disait tout à l'heure. On a tous potentiellement travaillé des axes sur des salons, etc. Ils parlent de nous. Donc ces choses-là, il faut pouvoir le mettre en avant. Très efficace aussi, c'est les logos de clients notamment. Vous prenez vos top clients avec des beaux logos, ceux qui parlent à votre marché, qui sont de notoriété publique. Si par exemple, chez Make the Grade, on travaille beaucoup sur le marché de l'éducation, on a notre client historique sur cette verticale-là qui est l'École hôtelière de Lausanne. Bon, bah, si on veut faire une page d'atterrissage avec nos clients dans l'éducation, il faut qu'on mette le logo de l'École hôtelière de Lausanne. Ça va venir conforter les futurs leads dans le fait qu'on sait bien délivrer cette verticale. Et ben, ce sera la même chose pour vous sur vos contenus. Pensez également à des bandeaux d'appel à l'action. Donc là, il peut y en avoir toute une panoplie. Mais par exemple, avant un footer, vous voyez le footer, c'est la dernière section avec tous les liens en bas de page. Bah, vous pouvez mettre un bandeau avec, par exemple, la possibilité de s'abonner à votre newsletter, la possibilité de mettre deux boutons d'appel à l'action côte à côte. Le premier qui va renvoyer, par exemple, vers un rendez-vous démo ou d'accès à un de vos experts commercial. Et le deuxième qui va renvoyer vers un stade de maturité un petit peu en dessous pour télécharger la brochure de votre entreprise ou que sais-je. Mais en tout cas, c'est des bonnes techniques. Et puis surtout, lorsque vous mettez des formulaires sur vos pages, faites en sorte qu'ils soient alignés à la bonne phase de maturité. Si vous faites je sais pas moi, par exemple, un formulaire pour vous abonner à la newsletter et que vous mettez 5 champs dedans, il ne sera pas rempli. Parce qu'en fait, le bénéfice à aller chercher, il est trop faible par rapport à l'effort de conversion que vous allez demander. Si vous demandez que 2 ou 3 informations pour télécharger un livre blanc ou un simulateur intelligent pour calculer un ROI, c'est dommage. Ça va être complété, mais vous pourriez en demander plus. Vous pourriez demander le nom, le prénom, le poste, l'adresse mail, parfois le numéro de téléphone en fonction de la qualité de votre lead magnet. Donc voilà, alignez les bons formulaires face aux bonnes phases de maturité et ayez une panoplie de formulaires. J'en ai donné plusieurs. C'est important et vous allez voir drastiquement vos taux de conversion augmenter. Ce qui est important aussi, c'est de choisir sa techno. Donc là, on part du principe, on a validé nos maquettes graphiques désormais. Donc en général, c'est à cette étape-là qu'on commence à créer les contenus textuels qui iront sur les pages, parce qu'on sait en fait le volume textuel qui vont venir alimenter nos pages. Ici, dans cette section-là, on va avoir 3-4 lignes de texte. Donc je m'y colle et puis j'y vais. Donc, en parallèle de ça, ou en amont, et normalement, ça se fait quand on travaille le cahier des charges, on sélectionne la technologie du gestionnaire de contenu du site Internet. Alors, je vous en ai mis 3. C'est nos 3 préférés, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, bien évidemment, HubSpot, bien évidemment, WordPress, qui est le plus utilisé, mais aussi Webflow. Pourquoi ces 3-là et pas d'autres? Pour moi, aujourd'hui, quand on est marketeur ou quand on est une équipe marketing, et qu'on est en refonte de site Internet, il faut absolument que la technologie qu'on sélectionne nous permette d'avoir un administratif simplifié au maximum lorsqu'on est en création de contenu ou en ajout de contenu dans la durée. Et pour ça, vous devez sélectionner un CMS qui vous propose la fonctionnalité glisser-déposer, drag and drop. Et c'est un incontournable. Faites en sorte que la technologie que vous sélectionnez est ça. Et je parle d'un vrai glisser-déposer et pas d'un truc qui va être un petit peu obscur ou figé dès que vous allez vouloir changer quelque chose. C'est hyper important. Ensuite, deuxième critère, il faut absolument que votre CMS puisse être aligné à votre CRM. Donc, regardez bien sur quel CRM vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être plugué au CMS que vous allez sélectionner? C'est hyper important parce que ça va être la réponse opérationnelle à votre alignement marketing et commercial.
Encore une fois, le site internet est un réceptacle qui va alimenter comme récipient le CRM en données informatives et en données comportementales. Et puis, cerise sur le gâteau, mais ça s'identifie dès le départ, il faut que le CMS, dans sa technologie ou autour de sa technologie, très facilement, nativement si possible, faut que vous ayez de disponible des fonctionnalités marketing pour pouvoir faire de l'A/B testing, pour avoir des outils d'analytics, pour paramétrer et personnaliser vos formulaires facilement, pour enchaîner sur de l'automatisation. Si on télécharge un livre blanc, on va prendre un exemple classique, faut que vous puissiez très facilement, depuis le CMS, activer une automatisation pour faire du nurturing derrière, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments. Si vous cumulez ces 3 critères-là et que la techno que vous sélectionnez, elle est OK avec ça, vous pouvez être sûr que vous allez éviter des tuiles à l'avenir opérationnelles, que vous allez éviter de vous casser les dents et de vous péter les plombs parce que votre truc, il ne sera pas facilement administrable. Et surtout, vous aurez des résultats en termes de génération de leads, en termes de taux de conversion et en termes de retour sur investissement. Là aussi, on est là pour ça. Laure, est-ce que tu peux nous expliquer, nous, on est parti avec Sikara du coup sur HubSpot. On s'était posé la question de mémoire, WordPress ou HubSpot. Les conseils qu'on avait donnés à l'époque étaient ceux que je viens d'évoquer là. Toi, avec du recul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette techno, en quoi elle te facilite la vie aujourd'hui en tant que marketeuse? Yes. Quand on a commencé, nous, on avait un CMS qui était totalement autre qu'un de ces 3 énoncés. Et pour notre site vitrine, la question qui s'est posée à la refonte, ça a été est-ce qu'on change de CMS? Et la reco qu'on a pris, c'est HubSpot. Aujourd'hui, on est sur HubSpot parce qu'on a aussi notre CRM. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir une synchronisation totale entre mon CMS et mon CRM. Ça me permet de faciliter mon travail en tant que marketeuse, mais aussi faciliter la collaboration avec l'équipe de vente. C'est quelque chose qui est essentiel quand on est marketeur. C'est de bien pouvoir travailler avec les équipes de vente et d'avoir les bonnes informations pour eux et pour nous. Donc, ce cercle entre nos 2 équipes, finalement, en utilisant HubSpot, ça nous permet de faciliter le travail et la collaboration, tout simplement parce qu'en fait, ils ont les mêmes données que moi de leur côté, donc que ce soit les données comportementales des personnes qui ont navigué sur le site et de ceux qui ont soumis des formulaires, ou toutes les informations en fait sur le prospect qui sont intégrées une fois qu'ils naviguent sur le site. Donc finalement, ça nous permet de travailler tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on a choisi HubSpot. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. On arrive vraiment moi, j'arrive à gérer mon CMS et avoir mes bonnes informations sur les bons chiffres sur mon site et les bonnes informations pour les équipes sales. Ouais, tout à fait. Alors, ça me fait penser, on va faire un petit saut de puce sur quelque chose que j'avais pas forcément prévu, mais c'est vraiment pour faire écho à toi. On parle d'alignement CRM, CMS avec l'exemple de HubSpot. Je vous montre juste ma fiche contact fake, mais dans notre vrai CRM HubSpot. Donc, vous voyez, dès que mon adresse IP en fait est identifiée parce que j'ai téléchargé, ne serait-ce que je me suis abonné à la newsletter. Dès que je vais venir sur le site internet, on va voir mon parcours. On va voir la première page que j'ai visitée, puis le détail du parcours derrière. Et ça, commercialement, ou pour alimenter un lead scoring, par exemple, pour identifier que je suis acheteur et de comprendre derrière qu'est-ce qui se cache par rapport à mon intention de recherche, etc. C'est grâce au fait que le CMS utilisé est aligné au CRM utilisé, à savoir ici HubSpot, mais on part du site internet, quoi. Et puis on a même des informations sur le nombre de visites du site, les pages consultées, etc. Et en fait, ça, pour les équipes commerciales et les équipes marketing, en termes d'alignement, c'est hyper puissant et ça a de l'impact pour générer et développer les revenus. Donc, je voulais juste faire ce petit saut de puce parce que je sais que ça change les règles du jeu pour les équipes. Donc voilà, on a sélectionné la technologie, on va passer par la phase de développement, hein. Donc là, on va passer plus rapidement dessus, mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que tout à l'heure, Olwen nous a montré la bibliothèque de modules sur le Figma. Il faut savoir qu'à côté de ça, on réalise un exercice qui s'appelle les spécificités techniques, les specs. Donc, c'est comment le module va réagir. Et après, on envoie cette ressource-là aux développeurs front-end qui vont avoir pour mission de développer dans la technologie sélectionnée, le CMS sélectionné, les pages. Donc, mais avec les attentes des marketeurs.
Si ici, on veut un carrousel qui réagit de telle manière, avec la possibilité de mettre X témoignages, de ne pas être limité dans tel sens, etc., on va le dire, on va le souligner, et on va le construire en tant que tel. Et c'est ça qui a de la valeur ajoutée, parce que dans le produit final qui est livré, la bibliothèque de modules qui est délivrée, et ben en fait, on en a pour son argent, mais aussi on en a pour ses attentes initiales. Voilà, et puis sinon, les développeurs en tant que tels, ils vont faire en sorte de développer les modules pour que ce soit rapide à charger, optimisé pour le référencement naturel, parce que l'un des piliers du SEO, c'est la technicité et le développement technique. Donc, on fait en sorte que ce soit une machine de guerre, et on fait en sorte de le faire dans un enjeu qui concerne toutes les entreprises, qui est la cybersécurité. Il ne faut pas que demain que votre site puisse vous générer des attaques, et on vous protège de ça. Et la technologie sélectionnée permet aussi de gommer une bonne partie des problèmes. Si on s'intéresse à un rétro-planning type, voilà, on aurait pu aller jusqu'à l'étape de recettage, etc. Mais l'idée, c'est de faire simple. Un site internet B2B de conversion entier qui va avoir entre une trentaine et une soixantaine de pages, imaginons. Le projet va en tout et pour tout être entre 4 mois, grand maximum si, imaginons, il y a énormément de contenu textuel à créer entre-temps, qui peut être un petit peu le piège en fonction de l'effort de création qui est embarqué. Ça peut être jusqu'à 6 mois. Mais en moyenne, aujourd'hui, on est à 4 mois. Donc, vous avez un petit peu les différents jalons qui se succèdent et ceux qui se mènent en parallèle. Donc, on va commencer par la stratégie SEO. J'aurais pu dire stratégie inbound aussi, parce qu'on parle beaucoup de persona et de parcours de conversion. Donc, c'est le b.a.-ba. Il faut vraiment faire ça avant d'aller en projet de refonte. Le web design peut commencer en parallèle directement de la stratégie, parce qu'on va avoir le benchmark, parce qu'on va avoir les moodboards comme Olwen l'a présenté. Ensuite, on va faire les maquettes dès le premier mois et puis le deuxième mois. Le développement, lui, va fonctionner sur le deuxième, troisième et quatrième mois, etc. etc. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un vrai site de conversion avec le bon savoir-faire et avec le maximum d'impact et d'efficacité, ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en 2 mois. Ceux qui vous disent que ça se fait en un mois ou en 2 mois, ça ne fonctionne pas. Et en général, il y a des rallonges qui sont faites. Donc voilà, ça, c'est les bons indicateurs. On peut raccourcir quand même pour un site de conversion cette durée-là. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de site internet de conversion entier. On parle de site internet de lancement. Donc là, on est dans des méthodes plus agiles, c'est-à-dire on n'a pas le temps, il faut qu'on soit prêt en septembre. On est déjà début juillet, on a des vacances en août, donc il faut que ce soit fait en 30 jours. C'est costaud. Donc là, en gros, ça va être plutôt un site sur une seule page pour commencer, qu'on va pouvoir développer en septembre un peu, au fil de l'eau en octobre, etc. Et on va rajouter les pages de l'arborescence au fur et à mesure. Vous pouvez aussi jouer sur le côté blog ou pas blog au début. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez lancer votre site juste avec l'arborescence de conversion principale en sec pour gagner du temps. Et vous mettez dans un temps 2 qui arrive directement dans un jalon consécutif à la mise en ligne. C'est là où vous lancez tout ce qui est blog et contenu inbound. Comme ça, vous pouvez aller un petit peu plus vite. C'est les seuls conseils qui permettent de jouer et de maîtriser à la hausse ou à la baisse les timings. Sinon, ce n'est pas possible par rapport à tous les corps de métier qui sont sollicités. Vous aurez les éléments de lecture désormais. Alors, on va attaquer la dernière partie de cette intervention. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, on a le site internet Sicara qui est en ligne. Il y a des ajustements qui sont faits. Donc là, Laure, tu vas pouvoir nous expliquer les résultats obtenus et où vous en êtes, vous, en termes d'impact chez Sicara. Et puis, les projets prioritaires qui arrivent parce que, comme on le disait, c'est une ressource qui évolue. Yes, merci. Alors, du coup, nous, ça fait un peu plus d'1 an, donc 1 an et 2 mois que le site a été mis en ligne suite à la refonte. Ce qu'on observe, c'est qu'on a 26% de plus de leads entrants venant du site. Donc, en fait, on a plus de volume, mais la refonte a surtout été un enjeu de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive maintenant à 50% de conversion entre la soumission du formulaire et la pré-qualif en MQL jusqu'à le passage en SQL. Donc, on a vraiment gagné en qualité grâce à ce tunnel de conversion, qui était pour nous un réel enjeu. Parce qu'en B2B, on sait que voilà, on peut générer beaucoup de leads, mais la qualification, c'est souvent un enjeu. Et surtout, plus 400% de soumission de formulaire. En même temps, on a optimisé nos LP pour avoir plus de soumissions de formulaire. Donc, on a vraiment plus de volume. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la qualité qu'on a eue suite à cette refonte. Vu qu'on a optimisé notre wording, optimisé notre funnel,
ça nous a permis vraiment d'avoir des prospects plus qualifiés. Ouais. Ce qui est super intéressant, c'est les deux statistiques, la 2 et la 3. Le 50% de conversion de leads qualifiés pour le marketing, c'est-à-dire, OK, ils sont qualifiés, on peut potentiellement travailler avec eux, mais on ne sait pas s'il y a un... On a perdu Simon. On a perdu Simon. Un petit problème de Wi-Fi. C'est pas grave. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est ce qui était intéressant, c'était vraiment de voir qu'on avait augmenté en termes de qualité et de quantité sur notre lead gen. Donc ça, c'est vraiment... c'était le but de toute façon de cette refonte. Donc c'est la preuve que ça fonctionne et que quand on passe sur un site inbound, on arrive à avoir de meilleure qualité. Excusez-moi, problème de Wi-Fi. Les aléas du direct. Mais tu as très bien résumé, je t'entendais. Ce que je voulais dire, en fait, il y a un gros chiffre, ne serait-ce que le 400% pour compléter ce que tu viens d'évoquer. Alors, il est énorme. Et du coup, ça veut dire quoi? Oui, il y a eu la refonte du site. Oui, il y a eu le travail sur le wording, etc. Est-ce que peut-être qu'il y a votre sujet aussi lié à l'intelligence artificielle qui explose en ce moment? Est-ce que ça aussi, ça joue? Comment ça se corrèle avec le branding? Comment vous identifiez ça? Bien sûr, il y a plein de facteurs à prendre en compte au-delà de la refonte du site. Tout simplement, le marché qui est en train de devenir de plus en plus mature et intéressé par les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Mais on a aussi, en fait, on a optimisé notre référencement organique grâce à cette refonte. Ce qui nous a permis en fait, d'être plus visible sur plein de sujets. Et on a dans ces soumissions de formulaire, il y a tout un aspect marque employeur qui est réallogé aussi pour les entreprises en tech. Donc, on a des soumissions de formulaire qui sont des candidatures spontanées. On a des gens qui nous contactent pour en savoir plus sur l'IA. Donc, ça nous a vraiment permis en fait, de se référencer organiquement et d'être présent sur le marché en inbound. Ouais, c'est intéressant ce que tu évoques parce que c'est vrai qu'on a pris un axe depuis le début du webinaire sur l'acquisition de prospects et de clients. Mais nous, on le voit aussi chez Make the Grade avec notre propre site internet parce qu'on est des cordonniers bien chaussés. Ça s'appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on constate que les mécaniques d'acquisition marketing et d'activation commerciale sont les mêmes pour gagner des clients que pour attirer, faire signer dans nos entreprises et fidéliser les talents. Et le site internet, en fait, de conversion permet aussi d'attaquer cette cible-là, quoi. Donc, tu fais bien d'en parler. Effectivement, on aurait pu faire une seconde partie dédiée à ça. Prochaine fois. Avec plaisir. Donc là, on a des statistiques qui sont en ascension. Elles vont continuer de développer parce que le site est en train de vivre. Ce que je disais au tout début, ce n'est pas une ressource qu'on a refondue il y a 1 an et qui ne bouge plus et on le refondera entièrement dans 3 ans, 5 ans. Là, il évolue par petites touches en fonction de tes priorités et de ta vision marketing aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelles sont tes priorités, tes prochains jalons? Oui, alors en fait, cette année, on a priorisé des nouveaux sujets qui sont en accord avec une stratégie plus globale. Donc déjà, on a optimisé la page de conversion puisque suite à la refonte, on l'avait fait en fin de projet et on avait des objectifs très rapides sur la refonte. Donc là, on l'a optimisé parce qu'on a un questionnaire qui est long justement pour cette qualification et cette qualité. On l'a créé en 2 parties, ce qui aujourd'hui, on a moins de sorties sur cette page et on a plus de soumissions. Ça a été fait en début d'année. On en parlait avec Olwen. On vient tout juste de lancer les 12 offres ciblées persona qui ont suite un peu à une étude de marché et des besoins de nos cibles. Donc là, on a vraiment eu des pages de conversion optimisées sur les problématiques. Et du coup, à l'inverse d'un site de vitrine, on ne parle pas trop de nous et ça, c'est important. C'était prioritaire pour nous. Et on est sur une traduction en anglais de ce site. Donc, ce qui se fait très bien avec HubSpot, on est presque en autonomie là-dessus. Donc, traduction en anglais de l'intégralité du site par rapport au marché qui est en pleine explosion. Et du coup, les recherches sur Google sont souvent faites en anglais. Donc, on est en train de faire une petite trad en parallèle. Ouais, on est sur les mêmes sujets. D'ailleurs, chez nous, c'est vrai que là, il y a la fonctionnalité multilingue native du CMS HubSpot qui est vraiment top. On n'a qu'à sélectionner la page concernée, on la duplique
dans la langue souhaitée. Et en fait, on a juste à switcher avec un menu déroulant de la page dans telle langue à telle autre langue. Et puis, en fonction de la page sélectionnée, c'est là où on va pouvoir personnaliser le SEO on-site et les contenus de la page. Et après, on publie, les URL, les sous-domaines se gèrent tout seul. Donc, c'est vrai que c'est du pain béni. Donc, je comprends que vous soyez autonome là-dessus. Même un junior pourrait l'être. Super, des bons chantiers pour augmenter et continuer de développer votre trafic. Donc là, ça conclut notre intervention. Ce que je propose, c'est de passer aux questions-réponses. Je vais faire monter Clémence directement sur scène pour qu'elle puisse nous les poser. Alors. Bonjour à tous. Salut Clémence, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Dis-nous tout, quelles sont les questions qui ont été challengées, posées pour qu'on puisse y répondre tous ensemble? Ouais, alors on a une première question de Maureen qui demande comment vous avez rendu le site facilement administrable pour Sicara et est-ce que vous avez travaillé du coup au travers d'un CMS? Voilà. Je vous laisse répondre, Laure et Olwen. Vas-y, Laure, si tu veux. Du coup, on en a un petit peu parlé, je pense, par la suite. C'est sur en fait, on est passé par HubSpot. Je pense que j'ai un peu échangé sur la partie justement CMS HubSpot. Et c'est ça qui nous a facilité le travail, hein, tout simplement. Après, s'il y a plus de questions, pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Je répondrai avec plaisir. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que dans le CMS HubSpot, en fait, tous les modules que, par exemple, Olwen a présenté sur Figma tout à l'heure, on va les avoir dans une bibliothèque. Alors, quand on design des pages sur Figma, c'est tout simplement une suite de modules qu'on a empilés les uns par-dessus les autres. On va les retrouver dans le CMS HubSpot, disponibles indépendamment des uns des autres. Donc, on a le choix entre partir des modèles de pages entières qui auront été designés au préalable et développés dans le CMS, ou de se dire, OK, moi j'ai envie de me challenger à créer une autre typologie de page en partant des modules qui ont été designés, et puis je vais le faire de telle manière, telle manière, telle manière, quoi. Ce qui fait que quand on est comme ça, on n'a plus d'effort de design à demander quand on est dans le CMS, on n'a plus d'effort de développement aussi, de code à mettre en œuvre. On n'a que des actions marketing pures et dures à faire, à savoir, OK, hop, je glisse et dépose ce bloc témoignage client, par exemple, parce que c'est celui-là que je veux mettre et utiliser pour ma page produit ici. Et puis, je vais mettre du coup dans les guillemets mon commentaire que mon client m'a envoyé, sa photo que je glisse et que je dépose depuis mon gestionnaire de fichiers, etc., etc. Et en 2 minutes, j'ai mon carrousel de témoignages qui est prêt. Je publie la page et elle est mise à jour automatiquement si elle était déjà en ligne, quoi. Donc, voilà comment ça se passe. Et en fait, on n'est que sur un effort de création de contenu qui est dans le bon scope métier des marketeurs. Ok, je pense que c'était très clair, merci. On a une question également de Alexandra qui demande quels éléments essentiels doivent figurer sur la page d'accueil pour capturer l'attention des visiteurs. Super, super intéressant. Alors, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Je pourrais le repartager. Pour moi, la page d'accueil, il faut la différencier des landing pages. Ce n'est pas la même chose. Une page alors, je fais exprès de prendre cette tournure-là. La page d'atterrissage, elle va être là, vraiment, on va enlever tous les éléments de distraction, la navigation, le footer, pour faire en sorte que le visiteur ne sorte pas de la page. Il est là pour réaliser une seule action prédéfinie, qui est par exemple de réserver un rendez-vous avec un conseiller, de réserver une démo, de télécharger un livre blanc ou de compléter un simulateur intelligent, que sais-je. La page d'accueil, c'est par définition la page qui est la plus consultée des sites Internet. Parce que, en fait, organiquement, quand on recherche des intentions d'achat ou de veille par rapport à au sujet en fait, qu'on veut résoudre, on tombe sur les pages d'accueil très souvent des sites Internet. Et la page d'accueil doit servir pour orienter les visiteurs. Il faut parler aux visiteurs avec un grand V, qu'importe leur phase de maturité qu'ils vivent à l'instant T.
Donc, en fait, la page d'accueil est un aiguilleur. Dessus, on doit faire en sorte de faire comprendre succinctement qui on est, ce que l'on fait, les marchés, les industries que l'on délivre, pourquoi on est les meilleurs acteurs et actrices pour y répondre, les meilleurs alliés. Donc, c'est là où on va retrouver les nuages de logos, encore une fois, pour dire, regardez qui on délivre, pourquoi pas vous. Et il faut avoir les différents atouts de conversion pour envoyer le bon visiteur face à son bon stade de maturité. Si on a des gens qui sont chauds à prendre une décision d'achat, et dès la première section de la page d'accueil, dès le header, c'est là où il faut dire prendre un rendez-vous avec un expert. Si je suis un visiteur qui est juste à l'étape d'avant d'éducation, qui a encore besoin de creuser, on va le renvoyer vers des pages produits et services. Et si je suis un visiteur qui est en tout début de réflexion sur sa problématique, il faut renvoyer cette personne-là vers des pages challenge, enjeux, problématiques. Donc, la homepage, c'est un aiguilleur du ciel. Il faut que ça aiguille les bons avions face au bon contenu. La métaphore n'est pas ouf pour finir, mais en gros, vous avez compris l'idée. Il faut que vous ayez ça. Et d'un point de vue copywriting, ce que vous pouvez utiliser comme technique pour créer le contenu de la homepage, c'est les 5 W. Donc, le pourquoi, le comment, le pour qui, etc. Et si vous faites ça de cette manière-là, vous aurez des pages d'accueil fonctionnelles qui vont orienter les visiteurs face au bon contenu. Est-ce que vous voulez me compléter, Olwen et Laure ? Non. Non, c'est clair. Ouais. Très bien, on a donc une dernière question, plutôt pour toi, Olwen, de Céline, qui demande quel était l'outil pour créer des mood boards. Alors, jusque-là, j'étais prête à remettre les liens, mais il y a entre parenthèses avec les modules. Ouais. Je ne sais pas exactement si c'est plutôt Figma ou les autres outils, donc je te laisse peut-être remontrer tout ça ou rediscuter. Alors, globalement, on utilise principalement Figma pour à peu près tout. Donc, que ce soit pour, comme je montrais juste avant, créer les maquettes ergo, les maquettes graphiques, etc. Mais aussi, finalement, quand on crée un mood board, en fait, on crée une planche sur Figma. On a juste à copier-coller nos images qu'on récupère à gauche, à droite sur des sites d'inspiration comme Pinterest ou Dribbble ou autres. Et sinon, on fait des captures d'écran quand on va sur les sites comme Awards ou Laba.ninja. On fait des captures d'écran et hop, on les met sur Figma. Et voilà, globalement, en fait, on utilise vraiment Figma pour tout faire, même les slides. Et donc là, du coup, la question avec les modules en particulier, je ne sais pas trop ce qui était demandé précisément. Je pense que c'est ça. Moi, je vais repousser les deux liens, donc Awards et Laba.ninja dont tu parlais. Et je pense que c'était ça. Je pense que c'était Figma. En fait, la réponse, c'était Figma. Ok, top. Et pour la personne qui pose la question, c'était la bonne réponse. Ok. Super. Et Clémence, pour la personne qui pose la question sur la homepage juste avant, j'ai partagé dans le chat le lien vers le post LinkedIn que j'avais fait et je le partage rapidement. On pourra le mettre aussi dans le follow-up pour accéder au replay. Mais c'est vrai qu'il était assez bien un peu sur conseil. On avait retravaillé avec notre équipe web design une homepage générique classique. Qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte? Donc, au niveau de l'aérosection, les preuves sociales, les bénéfices, comme on a redit, les études de cas, le comment ça marche, les call to action. Voilà. Donc là, de manière concrète et pragmatique, vous retrouvez un petit peu ce qu'on vous recommande d'utiliser pour une homepage fonctionnelle et efficace. Et ce qui est aussi assez intéressant, qu'on utilise aussi, nous, qu'on va ajouter sur le site de Make the Grade ou qui a été ajouté sur le site de Sicara, c'est de la vidéo. Ça permet aussi de bien attirer justement et de montrer le côté humain des entreprises. C'est vrai que quand on a juste des photos, des illustrations, des choses très statiques, ça peut manquer un peu justement de mouvement et de dynamisme. Et tout de suite, apporter de l'humain, ça fonctionne très très bien. Oui, tout à fait. Et le plus efficace, si on va jusqu'au bout du conseil, c'est vraiment de faire aussi ce qu'on appelle du motion design. On met de l'humain, on met avec l'humain un visuel qui incarne et qui représente notre service, notre technologie, etc. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Et ça, en fait, pour faire comprendre le bénéfice ou la valeur ajoutée d'un argument qu'on veut mettre en avant sur une page, c'est super efficace. Et si vous regardez tous les sites aujourd'hui de grosses machines de conversion, de super marques, je pense à du Aircall par exemple, voilà, si vous allez regarder leur page,
ils ont beaucoup d'illustrations qui sont des mini motion design avec une mini boucle d'une demi-seconde et qui permettent vraiment de faire comprendre aux personnes qui nous consomment et qui nous consultent la valeur ajoutée à aller chercher avec nos marques. Ok, super, merci Simon pour ces précisions. On n'a pas d'autres questions, donc si ça vous va, je vous propose de conclure cette session. Trop bien. Merci beaucoup Laure, merci Olwen, merci Clémence également. Moi, j'ai vraiment adoré cet échange-là. On va vous envoyer le replay, on va vous envoyer les liens vers les slides. Et on complétera du coup dans la description du replay avec toutes les ressources et les sources qu'on a abordées. Donc, vous aurez les liens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt et à très vite. Salut!